Académique, votre institut supérieur de formation professionnelle bilingue. Avec ISMEF Académique, vous avez des formations en technologie de l'information et de la communication, l'hygiène et gestion des déchets, maintenance du système informatique, des métiers agro-pastoraux, douane et transit, banque et finances, réseau et sécurité, agents paramédicaux. ISMEF Académique est constitué d'un corps d'enseignants compétents et expérimentés avec des formations cadrées sur le développement et performance professionnelle et dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la communication, ISMEF Académique et son partenaire BNews One forment ses apprenants afin de leur permettre d'acquérir l'expérience à travers les pratiques dans l'administration. Et pour garantir les emplois post-formation, ISMEF Academy règle le problème grâce au bureau de l'emploi qui assure votre insertion socio-professionnelle. ISMEF Académique est situé en Kouaban au lieu dit 11 Marais et répond au numéro de téléphone 650 29 25 29 ou alors 658 86 84 82. ISMEF Académique, un jeune, une formation, un emploi. Depuis 2012, nous avons fait de la vulgarisation des politiques publiques nationales une priorité. Institutions publiques, collectivités territoriales décentralisées, entreprises privées, partenaires au développement et des milliers de citoyens clients se donnent rendez-vous chaque année pour échanger sur des sujets d'importance majeure, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs. Au programme du SEGO 2021, expositions, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22 ou sur www.sego.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. BNews One est la tribune de promotion de l'Afrique à travers une information de qualité et en continu 24 heures sur 24. Profitez de cette vitrine pour faire la promotion de vos produits et services. À travers son cross-média qui lui permet d'avoir un large taux d'audience, BNews One offre le meilleur cadre d'expression à votre marque avec ses nombreux écrans publicitaires. Contactez notre service commercial et profitez d'une réduction de 50%. De retrospective de cette semaine. BNews One, l'information continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptages, commentaires. L'information la bonne, regardez BNews 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique. L'actualité du continent africain. BNews One, au cœur de l'information. BNews One, le tam-tam du continent. De retrospective de cette semaine. BNews One, l'information continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptages, commentaires. L'information la bonne, regardez BNews 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique. L'actualité du continent africain. BNews One, au cœur de l'information. BNews One, le tam-tam du continent. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre,
Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. « 20 avril 2021, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous retrouver sur BNews, un plateau spécial consacré au deuil qui touche l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le président tchadien Idriss Déby Itno, le maréchal, est passé de vie à trépas alors qu'il a gagné hier, après proclamation, la dernière élection présidentielle tenue au Tchad. Aujourd'hui, on fait le point sur la vie et la mort d'Idriss Déby Itno. On sera en direct avec notre équipe qui est déployée au Tchad depuis le début de la campagne présidentielle. Albertine Bichaga et bien sûr Innocent Obama nous feront le point de ce qui se passe en N'Djamena, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé cette journée et bien sûr ce qui s'est dit autour du décès du maréchal Idriss Déby Itno. Que peut-on savoir de celui qui a été désigné pour le remplacer, Mahamat Idriss Déby? On fera le point tout à l'heure et on ira également sur la toile pour avoir les différentes réactions qu'on a pu déjà noter ce soir. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a déjà réagi. Il présente ses condoléances au peuple tchadien et bien sûr, il a présenté officiellement ses condoléances au président du comité ministériel de transition qui est dirigé par Mahamat Idriss Déby. On essaiera de commenter cette position du Cameroun tout à l'heure avec nos invités sur le plateau. Bien évidemment, on reviendra sur l'œuvre immense d'Idriss Déby Itno dans la sauvegarde et la paix dans la sous-région Afrique centrale. Quelles sont les conséquences du décès d'Idriss Déby Itno? Doit-on craindre au Cameroun une autre arrivée, une poussée de Boko Haram dans notre pays? On fera le point, comme je le disais, donc avec nos invités sur le plateau. Bien évidemment, vous le savez depuis hier, chaque jour on vous présente en portrait les portraits d'Obama Time et ce jour on vous présentera la première dame du Cameroun. Ce sera peut-être soit en début, soit à la fin de l'émission. Verlin Côté nous dira quand ce sera possible. Ils seront deux avec nous ce soir. Le professeur Mathias Eric Onangini va nous rejoindre dans quelques minutes. Nous sommes déjà avec Monsieur Bidima, qui est le départemental du PCRN dans la Mefou et à Famba. Il est enseignant diplômé de l'école normale supérieure de Yaoundé. Il est là surtout parce qu'il a passé plus de temps, beaucoup de temps en N'Djamena au Tchad. Il a vécu un coup d'état manqué en N'Djamena. Il nous dira comment ça se passe, comment ça s'est passé là-bas, comment il a vécu ce qui s'est passé là-bas en 2003. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci Ernest, merci à tous qui nous suivent actuellement. Merci à tous qui prennent le temps chaque fois que nous sommes en soirée et qu'il est 21h de se scotcher du côté de BNews qui prend de plus en plus de l'ampleur. Je pense que c'est ce que les uns les autres ont voulu pour que la jeunesse puisse oser. Et je pense que véritablement, à vous, un coup de chapeau pour cette technologie assez haute. Merci d'être avec nous. Ce soir, le prof va nous rejoindre. On va peut-être aller d'abord dans les machines pour prendre le sommaire qui a été préparé ce soir par Jolie, Agathe, Binon. Et on se retrouve derrière, mesdames et messieurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Tchad est en deuil. L'Afrique est fusillée par la nouvelle. Rien ne présageait pourtant sa mort, hormis quelques signes observés dimanche dans le ciel. Des signes qui, selon l'interprétation des hommes de foi, présageaient le départ d'un grand homme. Déby Idriss Itno est mort. L'homme fort de N'Djamena est tombé, alors qu'il commandait son armée dans des combats contre les rebelles dans le nord du Tchad durant le week-end. La rébellion de FAC, dit-on. Et pourtant, juste quelques heures avant, il avait été reconduit à la magistrature suprême de son pays dans la soirée du lundi 19 avril avec 79,32% des voix, un autre mandat hautement contesté.
environ 12 heures. Heure d'Afrique centrale, les médias s'empressent de relayer l'information. La radio nationale tchadienne met fin à ses émissions pour jouer la fanfare militaire. Très vite, les choses changent en N'Djamena. Mahamat Déby, son fils, prend le contrôle du pays. La constitution et le parlement sont dissous. Le conseil militaire dirige le pays. On parle désormais de 18 mois pour que se tiennent à nouveau les élections libres et démocratiques. Allié indéfectible de la France, chef des armées, défendant l'intégrité territoriale de son pays, sur le champ de bataille, il connaît son dernier souffle. Le maréchal Déby Itno aurait-il été victime d'un 6e mandat de trop? En plein Ramadan, le pouvoir en Afrique serait-il la seule religion où personne n'a véritablement sa place? Comment vivra le Tchad après cette note de nouvelles? En 10 ans, après la Libye, l'Afrique serait-elle en train de se vider de ses géants, obtempérer ou y payer de sa vie? Qui prend le pouvoir par la force se levera repris par la même force? Autant de questions. Votre panel ce soir revient sur les événements. Ernest Obama, voici donc venu l'heure d'Obama Time. Merci au sommaire de Julie Agathe et Binan qu'on retrouvera en fin d'émission pour le portrait du jour, les portraits d'Obama Time. Et ce jour, ce sera le portrait de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. On a été rejoint par le professeur Mathias Eriko Nangini, il est politologue enseignant à l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Il est également vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1, chercheur à la Fondation Paul Anguilla. Professeur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Obama. Comment vous allez, prof? Ça va? Voilà, merci d'être avec nous. Allez, si cela vous convient, on va d'abord aller à retrouver Albertine Bichaga. On ne sait pas, est-ce qu'elle est à N'Djamena? Est-ce qu'elle a pu rejoindre Koutseri? Parce qu'on l'a eu quand on l'avait au téléphone. Elle se battait pour quitter N'Djamena par la voie soit terrestre, soit fluviale. Albertine Bichaga, vous couvrez l'élection présidentielle au Tchad pour le compte de B-News 1. Vous étiez encore à N'Djamena. Vous y êtes toujours en N'Djamena, je pense bien, parce que vous aviez rendez-vous, vous devez être reçu par le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Où êtes-vous actuellement et quelle est la situation actuellement au Tchad? Bonsoir Ernest, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de B-News One. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire mes condoléances les plus attristées au peuple tchadien qui a donc perdu son maréchal. Je suis à Koutseri, je suis en territoire camerounais depuis quelques heures. C'est avec beaucoup d'émotion que je le dis parce que vous savez peut-être déjà, mais ceux qui nous occupent ne savent pas, j'ai connu un trajet très très difficile aujourd'hui pour me retrouver au Cameroun. Disons que ce matin, nous nous sommes réveillés naturellement en espérant avoir cet appel qu'on attendait depuis quelques jours pour confirmer cette audience. Alors l'audience était confirmée, mais disons pour obtenir finalement cette audience avec le chef de l'État tchadien, le maréchal Déby Itno. Hier encore, on nous faisait savoir que cela était possible, alors que ça allait se faire dans quelques temps. Et donc ce matin, quand je me réveillais, je me disais enfin, on pourra le faire parce que hier soir, justement, on avait appris que le MPS, c'est-à-dire le Mouvement Patriotique du Salut, le parti politique d'Idriss Déby Itno, célébrait donc la victoire du maréchal pour la présidentielle. Et donc, on s'est réveillé naturellement. Rien ne présageait que la journée allait se passer comme elle s'est passée par la suite. Et puis, j'ai fait un tour, naturellement, c'est presque mon rituel dans mon téléphone, vers 8 heures par là. Et j'ai d'abord vu sur un site, le site de Tchad 24, j'ai vu un message qui disait que le Tchad avait perdu son président. J'étais tout à fait ébahie, j'étais, disons, stupéfaite devant devant ce message que je lisais, mais après, quelques instants après, j'ai constaté que le même site, le site de Tchad 24 annonçait donc qu'ils avaient été piratés. Et donc, l'annonce du piratage venait 5 minutes après donc ce message, ce premier message.
Et donc, du coup, je me suis dit, depuis quelque temps, on assiste un peu à des fake news concernant ce pays. Et donc, c'en est un autre. Et donc, j'ai continué la conversation avec mon collègue, Innocent Obama, avec qui j'étais donc en N'Djamena durant ces dernières semaines pour la couverture de cette élection présidentielle. Et quelques instants après, un autre compatriote qui était dans notre hôtel nous est venu en catastrophe dans notre chambre. Alors, dans ma chambre, parce que nous étions tous dans ma chambre ce matin pour faire le briefing, comme tous les matins, et il est venu en catastrophe, il a cogné, on a ouvert, il nous a dit, mais est-ce que vous savez que c'est très grave? C'était peut-être 30 minutes après, après le premier constat, et il nous dit, c'est très très grave, le ciel nous tombe dessus. Parce que eux, ils étaient là dans une autre mission, un autre groupe de jeunes qui étaient venus comme des observateurs et qui attendaient aussi de rencontrer le maréchal justement ces jours-ci. Et donc il nous dit le ciel nous tombe dessus, le maréchal est décédé. Je lui dis non, mais on a vu que ça avait été un fake. Il dit non, ça passait à la télévision nationale. J'ai dit non, et il nous montre la vidéo. C'est comme ça qu'on apprend que le maréchal est décédé, c'est officiel, on le voit, on a vu cette déclaration des forces de sécurité qui annonçait également que les frontières allaient être fermées, terrestres et aériennes. Le premier réflexe a été républicain, naturellement. Nous avons directement, en quelques minutes, rassemblé nos affaires, on était un peu perdus. On s'est dirigé vers notre ambassade, l'ambassade du Cameroun. On est arrivé, monsieur l'ambassadeur n'était pas là, c'est son premier secrétaire qui nous a reçus. Et on lui a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, voilà, nous sommes un tout petit peu perdus. Et il nous dit, franchement, les frontières aériennes, c'est pas possible. Il faut prendre forcément la route. Et il nous a dit qu'on devait le faire assez rapidement. Lui qui connaît un peu le pays, il craint que la situation dégénère. Il faut dire que c'est là que j'apprends que voilà, c'est plutôt le fils du maréchal qui va donc assurer la transition. Et déjà le commentaire qu'il faisait, c'est que ça commence à faire parler. Mais je peux vous dire que durant ce premier trajet, la ville était, partant de mon hôtel où j'étais dans un quartier au centre de N'Djamena, j'étais surtout du côté le musulman de la ville. C'était plutôt calme, peut-être un peu trop calme d'ailleurs. C'était vraiment calme. On est arrivé, il n'y avait rien de montré, les gens vaquaient un peu timidement, mais quand même à leurs occupations. Et donc il nous dit il faut partir rapidement, il faut prendre la route, et il nous fait des laissez-passer spéciaux pour que l'on puisse retrouver, donc passer par la route. Vous savez, à N'Djamena, on est à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec Kousséri, donc le Cameroun. Et donc on s'est engagé, on est parti de là à moto rapidement. On était dans les coups de 12 heures. Et donc on est arrivé à la frontière. Malheureusement, on arrive à la frontière, on nous a dit vous ne pouvez plus passer. Alors l'arrêté ministériel vient d'arriver, c'est impossible, personne ne passe. Et donc vous devez rentrer et vous calmer jusqu'à nouvel ordre. Et je vous assure que peut-être qu'on y reviendra. J'avais déjà passé une très très mauvaise journée hier soir, une très très mauvaise journée hier et hier soir encore. Et donc j'avais pas du tout envie de rester parce que justement partant de l'ambassade pour la frontière, on sentait déjà que la situation prenait notre ampleur. Tout a commencé à fermer. On a essayé de faire, on voulait faire des transferts, c'était pas possible parce que tout se fermait et les gens, les rues se vidaient. On sentait que vraiment, le climat changeait au fur et à mesure que les heures passaient. Donc finalement, on a entrepris de prendre une autre voie. La voie fluviale nous a été proposée et c'est comme ça qu'on a été aidé par 2-3 personnes, qu'on est arrivé à ce fleuve. Je crois que c'est le Logon, si je ne me trompe pas. Je vous assure que je le dis comme ça, mais vraiment j'étais déjà un peu paniquée, je ne savais pas ce qui se passait, j'ai eu du mal à garder un peu mon calme. Et puis qu'on est arrivé, on a réussi à traverser, heureusement un peu rapidement. Et nous sommes retrouvés à Kousséri ce soir. Ça nous a pris environ 3 heures pour retrouver ce fleuve, pour traverser avec mon collègue et quelques autres Camerounais avec qui nous étions. Et même des gens nous ont dit, vous avez de la chance parce que ça sera peut-être difficile dès tout à l'heure de traverser. Et voilà, in extremis, on se retrouve au Cameroun.
C'est une expérience qui a dû être très difficile pour vous, Albertine Mukiaga. Déjà hier soir, on vous a eu au téléphone, vous étiez en panique parce que après la proclamation des résultats, certains partisans du maréchal Idriss Déby Itno qui étaient contents ont tiré en l'air et ce qui vous a fait paniquer. Vous croyez que c'était un problème. Malheureusement, jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Dites-nous quelle était l'ambiance à la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Est-ce qu'il y a quelques indiscrétions? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur la toile. Quelles sont les indiscrétions que vous avez pu glaner sur les circonstances du décès du maréchal Idriss Déby Itno? Alors Ernest, disons qu'on a eu affaire à pratiquement 2 frontières ce matin. Je vous ai dit que honnêtement, ce n'est que ce matin que nous avons su que le maréchal était décédé. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes donc retrouvés d'abord à la frontière terrestre, celle qui passe, pour ceux qui connaissent, je crois, le pont Guéli qu'on devait traverser pour se retrouver du côté camerounais. Et donc justement à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, on est arrivé aujourd'hui et on a trouvé justement une frontière très déserte. C'est d'ailleurs cette première image qui nous a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était désert, il y avait que les éléments de la sécurité, ces militaires et autres responsables justement qui assurent donc la sécurité à ce niveau tchadien, du côté tchadien. C'est eux que nous avons rencontrés quand nous sommes arrivés et qui nous ont fait savoir, après un appel passé à leur hiérarchie, tel qu'ils nous l'ont dit, que nous ne pouvions pas passer parce que 30 minutes seulement avant qu'on arrive, l'arrêté ministériel avait donc demandé que la frontière terrestre soit fermée, que personne ne passe, même les journalistes, parce qu'on leur a dit qu'on était journalistes et qu'on pensait qu'on devrait avoir le droit de passer, donc on ne pouvait pas passer du côté terrestre et de cette frontière, de ce pont-là, le pont Guéli. Justement, il y avait une image il y a une image qui circule, une vidéo, on voit beaucoup de personnes qui affluent, donc beaucoup de personnes. Désolé, je vous fais ce voice de coup série de l'extérieur et il y a donc c'est son ambiant. Et donc je dis, il y a beaucoup de personnes donc qui dans cette vidéo passaient par un pont. Il faut dire que ce n'est pas le pont qui sépare le fameux pont qui sépare donc le Tchad de la partie camerounaise qui nous amène de Kousséri. Non, ça c'est un autre pont, il est avant celui-là. Et justement après recoupement, l'image qui fait le tour n'est pas vraie. C'est une ancienne image. C'est une ancienne image. On a recoupé. Il s'agit d'une image à l'ambassade. Il s'agit d'une image donc certes des gens qui passaient pour retrouver le Cameroun, mais ça c'est il y a quelques années lorsqu'il y avait encore eu des tensions dans ce pays. Donc nous on avait d'abord cette image, cette vidéo en tête quand on avait, c'était tellement désert et on s'est rendu compte que c'était d'ailleurs pas ce même pont là, c'est un autre, il est un peu avant celui qui sépare le Cameroun du Tchad. Bref, pour dire qu'on n'est pas passé par là, on a donc pris l'autre voie. On l'avoue pas très légal de passer par ce fleuve que nous avons pris aujourd'hui. Nous sommes arrivés après quelques informations, on s'est renseigné. Du côté tchadien, on a trouvé quelques gendarmes et puis la population, celle qui est donc à côté, qui vit à côté du fleuve, qui vit de la pêche et tout ça. Et on a dû payer une somme un peu importante pour traverser, alors qu'on est vraiment c'est 200-300 mètres pour aller du côté tchadien, côté camerounais. On traverse donc ce fameux fleuve, je crois que c'est Logon, si je ne me trompe pas, je pense bien qu'il s'agit de là. Et donc on a traversé, on a mis quelques temps, une trentaine de minutes pour que ça s'arrange. Et nous sommes arrivés du côté camerounais où on a été accueillis de ce côté également par des Camerounais cette fois-ci, la police camerounaise et puis d'autres représentants des forces de l'ordre et de sécurité qui nous ont, comme du côté tchadien et du côté camerounais, on nous a identifiés malgré tout. Du côté camerounais, on nous a surtout rappelé que la vente n'était pas très légale, mais qu'on savait que dans les circonstances actuelles, beaucoup de Camerounais vont être obligés d'emprunter cette voie-là et que voilà, ils étaient un peu souples pour le moment pour laisser les gens entrer parce qu'on doit bien regagner notre pays. Donc on a été très bien accueillis. Pas beaucoup d'affluence, ni du côté de la voie terrestre, c'était vraiment, je veux dire, désert. Devant nous-mêmes, il y a des éléments de l'ambassade, des personnels de l'ambassade qui sont arrivés dans leur voiture pour traverser le pont. Ils ont été rabroués, ils n'ont pas pu.
pas traverser par la voie terrestre, j'ai oublié ce détail. Ils sont arrivés avec leur voiture, ils n'ont pas traversé. On a dit, vous allez attendre, vous allez rentrer. Ils ont insisté, mais il y a eu même des tiraillements parce qu'ils étaient obligés de repartir, de repousser le chemin, de regagner la ville. On leur a dit, pour le moment, personne ne passe. Et donc, nous, on ne voulait pas attendre, on est passé, donc, comme je vous l'ai dit. Pour revenir sur les circonstances du décès. C'est ce matin, moi je vous ai dit que je l'apprends. Vous savez que le maréchal nous avait accordé d'abord une première audience lorsque nous sommes arrivés à N'Djamena, 2 jours après, c'était un dimanche, il me semble, et il nous avait reçus à sa résidence de Burkina, donc c'est une résidence privée, et on avait donc fait à l'occasion une petite interview, et il nous avait dit je vous accorderai un entretien à bonne et due forme après l'élection. Donc c'est cet entretien que l'on attendait. Et justement, on avait un contact permanent avec lui via donc un contact de la présence qui nous donnait des nouvelles de façon constante et qui nous a donc dit récemment que le maréchal devait se rendre à Brazzaville pour l'investiture de son homologue Sassou Nguesso et qu'à son retour, il allait nous recevoir parce qu'on commençait à se plaindre d'être là depuis un certain moment et on voulait bien en terminer et regagner notre pays. Et il nous a dit non, le maréchal va se rendre à l'audience, à l'investiture et dès son retour, il vous prend pour ce dernier rendez-vous que vous avez. Et je pense samedi, si je ne me trompe pas, on nous a fait savoir que le maréchal était revenu. Mais que malheureusement, il était obligé. On devait se retrouver, je crois. Oui, c'était un samedi. On devait se retrouver samedi ou dimanche, je crois, à cette fameuse résidence de Burkina, une fois encore. Je crois. Il avait donné son accord. Je pense que c'est samedi. Excusez-moi, je suis un peu encore bousculée par les événements de ce matin et même par cette nouvelle. On devait se retrouver donc pour cette audience. Et je crois samedi matin, non, ça devait être dimanche matin. Non, un peu avant, excusez-moi, avant le samedi, on est donc parti pour ce rendez-vous, ça devait être jeudi, voilà. Jeudi, on est donc parti pour ce rendez-vous avec le maréchal, on devait faire cette interview, on est arrivé, cet entretien à la présidence, à sa résidence de Burkina, et on nous a dit, il a été obligé, voilà, il était dépêché, il est parti au front, parce qu'il y a des tensions. C'est comme ça qu'on commence à entendre parler des tensions au front. Donc on est arrivé, on était même déjà, il fallait faire juste des formalités. On nous a dit non, il ne peut pas. Il est en train d'aller au front il y a des tensions. Et donc on est rentré. Et après le front, on nous dit non, il va aller à Brazzaville parce qu'il va chez son homologue. Son homologue va donc être investi pour seconde fois, je ne sais pas, 6e fois, Sassou Nguesso. Et donc, au retour, il vous prendra pour l'entretien. Et donc, c'est cette fois-là qu'on nous dit samedi qu'il est rentré, mais qu'une fois encore, il est obligé d'aller au front parce qu'il y a encore de nouvelles tensions. Et donc, c'est comme ça que on apprend qu'il est rentré, qu'il serait rentré. Et justement, je constate aussi que mon contact ne me donne pas les nouvelles de façon très claire. Que ce contact, on lui dit, il dit non, attendez, on vous a dit on va vous recevoir, attendez, on ne peut pas mettre la pression, attendez. Et donc, honnêtement, depuis dimanche, avant-hier et de lundi, on n'est pas très bien fixé sur la position du maréchal et on se dit peut-être qu'aujourd'hui on saura et peut-être qu'on sera reçu. Et donc voilà un peu ça. Mais ce qu'on apprend de l'investigation que nous avons menée, c'est que le maréchal en réalité est décédé un peu avant la journée d'hier, donc probablement dimanche au front, et que les choses se sont mises en place pour permettre que la ville soit sécurisée et que voilà que lorsque la nouvelle est annoncée, que voilà les autorités aient déjà pris le contrôle de la capitale N'Djamena et des points stratégiques du... Je ne sais pas si Albertine est toujours avec nous. Voilà. Albertine, vous avez été reçue par le maréchal un peu avant cette élection présidentielle. On va sortir par là pour donner la possibilité à nos invités sur le plateau de dire également un mot sur cette actualité de N'Djamena. Dites-nous, vous qui avez passé pratiquement déjà 3 semaines en N'Djamena, vous l'avez vu, vous avez entendu des choses autour de lui. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette première audience que le maréchal vous a accordée? Quels souvenirs vous gardez de lui? Vous savez, Ernest, lorsque j'ai appris ce matin que le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, était décédé,
j'ai eu une forte émotion, vraiment très forte, parce que je me suis souvenue de cette phrase tout aussi forte qu'il avait eue lorsque nous avons eu cet échange absolument convivial à sa résidence de Burkina, qui est donc une résidence de l'une de ses épouses, puisqu'il en avait plusieurs. Il avait eu cette phrase forte et je ne sais pas pourquoi elle était restée un peu dans ma tête. J'avais trouvé ça un peu extrémiste et un peu fort de le dire comme ça. Il avait dit « Je suis prêt à mourir au front, en martyr, s'il le faut pour ce pays ». Et j'avais senti qu'il le disait avec tellement de conviction qu'il était capable de le faire. Je l'avais senti ce jour-là. Vous savez, quand quelqu'un parle, il y a des choses que l'on dit et on sent qu'on le dit vraiment avec le cœur. Et il avait dit, j'avais senti ce jour-là que c'était... Il avait pesé ce qu'il disait. Il avait dit ça comme ça. Et quand on me l'a dit ce matin, j'ai pensé à cette phrase. Il faut dire que de cet homme que j'ai eu la chance de rencontrer, vous savez, quand on parlait du maréchal, chef de guerre et tout ça, je m'étais toujours attendue à voir si un jour j'avais la chance de rencontrer, de retrouver quelqu'un de très froid, avec une carapace assez forte de froid et de difficile à cerner, mais je pense qu'on était tombé le bon jour, ce fameux dimanche, lorsqu'il nous a reçus, parce qu'il était tout à fait convivial, tout à fait ouvert, il était très prolixe, il parlait beaucoup. C'est vrai que j'ai également constaté qu'au cours de nos échanges, et surtout lorsqu'il répondait à mes questions, à un moment, il y a justement ce côté un peu froid quand même qui est revenu, ce côté un peu dur. Mais durant la majorité, la grande partie de notre de notre échange qui a duré 1 heure par là, avant, il était tout à fait convivial. Je garde de lui l'image de quelqu'un qui malgré tout avait une certaine fierté d'être africain. Il a insisté, et même pendant les meetings que j'ai couverts, il insistait en disant, vous savez, il faut que les Africains arrêtent d'être complexés, qu'ils arrêtent de penser que c'est quelqu'un d'autre qui fera leur pays, il faut que les autres commencent à nous respecter. Il le disait, il a dit, et même dans cet échange-là, il a insisté, vraiment, il faut qu'on arrête de penser qu'on va dicter la marche à suivre aux dirigeants africains. Nous sommes des dirigeants à part entière. Il faut qu'on parle à voix égale avec nos partenaires occidentaux. Il avait cette idée de ce qu'il appelait lui-même le panafricanisme. Je crois qu'il était tellement fier d'être africain, peut-être un peu trop d'être africain. Il aimait beaucoup son pays aussi. Je lui avais posé la première question. Je lui ai dit, vous avez dirigé ce pays depuis 30 ans, vous êtes maréchal, vous êtes chef de guerre. Pourquoi vous pensez aujourd'hui que le Tchad a encore besoin de vous? C'était la première question. Je lui ai dit, quand même, c'est 6 mandats, c'est le 6e, 30 ans, et vous avez beaucoup donné. Pourquoi vous pensez que ce pays a encore besoin de vous? Il m'a dit, je pense que ce pays a besoin de moi. J'aimerais laisser un pays où... voilà, des Tchadiens comprendront qu'il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. Et je veux pas un Tchad où tout le monde pense qu'il peut se lever et diriger le pays. Je veux un Tchad uni, je veux un Tchad en sécurité. Et mon pays, malgré tout ce qu'on a fait, reste encore un pays fragile au côté sécuritaire. Et justement, il avait raison. Donc, disons que je pense que le Tchad perd malgré tout un grand homme. Je suis très peinée pour ce pays, que ça se soit terminé comme ça. Voilà, je suis encore un peu bouleversée par cette nouvelle, hein, il faut le dire. Je pense que c'est ce que je garde de lui. Je garde de lui l'image de quelqu'un de très fort, d'impressionnant, qui aimait son pays. Vous savez, il a fait ses meetings lui-même. Il est descendu, donc je l'ai suivi dans 3 meetings ou 4 durant mon séjour. Et j'ai vu la proximité qu'il avait avec AMC Tchadien, de marcher dans la foule, de leur parler, de danser même parfois. Lors de ces meetings, et de revenir sur cette idée du panafricanisme, cette idée, il revenait beaucoup sur ces dirigeants qui ont été assassinés. Il estimait que c'était un peu trop. Voilà. Et donc, un grand homme quand même. Un grand homme
surtout qui part. Et comme je l'ai dit, toutes nos condoléances au peuple tchadien frère. Merci. Merci à Albertine Bichaga. On reviendra peut-être à vous dans une trentaine de minutes pour en savoir un peu plus sur celui qui a été désigné pour remplacer le maréchal Idriss Déby Itno, son fils Mahamat Idriss Déby. Qui est-il et qu'est-ce qu'on peut réellement attendre de lui? On revient sur le plateau avec nos invités d'abord, professeur Mathias Eric Nangini. Cette annonce est tombée, personne ne s'y attendait du tout. Il a été réélu hier. La publication, la proclamation des résultats est venue hier dans la soirée. Et hier soir, on a eu au téléphone l'autre consoeur Albertine Bichaga qui nous faisait état des coups de feu qui étaient tirés en l'air de ses partisans qui étaient contents que le candidat du MPC a pu gagner. Quelle est votre réaction à chaud après le décès d'Idriss Déby Itno et quelles conséquences cela pourrait avoir sur la géopolitique sous-régionale? Disons, sur le moment, j'ai été quelque peu surpris. Mais il y a 2 ou 3 jours, sur les réseaux sociaux, j'appelais les Camerounais à s'intéresser un peu à la situation sécuritaire du Tchad et avec les implications qu'elle pouvait avoir pour la sous-région. C'est une mort dramatique qui rentre un peu dans l'histoire du personnage, parce que maintenant que le maréchal Idriss Déby est un personnage purement historique, sa marque, cela a été d'abord d'être chef de guerre, comme on dit un warlord. Et les habitudes du chef de guerre n'ont jamais disparu, même quand il a occupé la posture de chef d'État. Et c'est pour ça que de manière régulière, vous pouviez voir l'homme d'État quitter son palais pour aller sur le front et voir comment les opérations militaires étaient dirigées contre tel ou tel groupe rebelle. Même si le président Déby a mis une trentaine d'années au pouvoir, au final, il n'a pas pu vaincre la grande maladie du Tchad, qui est la récurrence des rébellions. Ce pays connaît des rébellions depuis pratiquement une cinquantaine d'années. Et dans les années 70, ces rébellions qui avaient commencé au milieu des années 60, avec la construction du Front de libération nationale du Tchad, ont commencé à être concluantes. Ça veut dire qu'elles permettaient à ceux qui les avaient enclenchées de prendre le contrôle du pouvoir. Et ça a donc installé le Tchad dans un véritable rail, celui du pouvoir par le fusil, pour reprendre un peu la formule de Mao Zedong. Avec la conjoncture qui avait permis au Tchad, grâce au pétrole, d'essayer de modifier les bases de sa régulation politique, on pensait que cet aspect-là était derrière nous, mais manifestement, ça n'a pas été le cas. On l'a d'abord vu en 2008, quand quasiment le président Déby a été encerclé jusqu'à l'intérieur de N'Djamena et dans le pourtour du palais présidentiel. On le voit effectivement aussi avec les assauts qui ont été faits par le dernier front, qui est le fameux Front pour l'alternance et le changement. Le Tchad a mal avec cette affaire de prise de pouvoir par les armes, et précisément les conditions dans lesquelles le maréchal président décède sont des conditions qui peuvent accélérer cela, puisque de manière opportuniste, on voit des rébellions qui en réalité sont toujours divisées, suivant plusieurs lignes, les ambitions de ceux qui les dirigent, les positionnements ethno-régionaux, annoncer une convergence pour attaquer la capitale de manière à renverser le nouveau régime, même s'il est un régime de continuation, le régime de transition qui a été mis en place avec à sa tête le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, qui est un fils du maréchal Idriss Déby Itno. Alors, dites-nous votre réaction à chaud, comment est-ce que vous avez réagi et comment vous entrevoyez les implications, les imbrications après ce décès d'Idriss Déby Itno?
Alors, je voudrais d'entrée de jeu saluer déjà la mémoire d'Idriss Déby Itno, qui a été un ami particulier du Cameroun, parce que nous savons que en termes de la lutte contre Boko Haram, Idriss Déby Itno a été une figure de proue pour repousser, n'est-ce pas, ces assaillants qui arrivaient de temps à autre pour créer, n'est-ce pas, des malheurs dans notre pays. Et nous nous souvenons encore de 2015 où l'armée tchadienne entrait du côté de Kousseri. Ça a été une liesse populaire parce que là on savait que le Tchad était venu délivrer le Cameroun qui était véritablement à mal. Et ça, c'était à saluer. Et nous avons vu ces assauts sur le terrain. Comment est-ce que Idriss Déby a véritablement mis du sien pour repousser le Boko Haram. Et je pense que nous avons vu que tout est revenu au calme. Et même au moment où l'armée tchadienne rentrait dans son territoire, ça a été une liesse populaire toujours. Et je crois que c'était assez intéressant. Bon, je voudrais également dire que Idriss Déby Itno a été l'un des rares présidents à aller sur le théâtre des opérations parce que, on le sait, chaque fois, il était même venu jusqu'ici à Yaoundé, où il a fait une visite, il allait jusqu'à l'hôpital militaire pour rendre visite à ces soldats qui avaient été touchés sur le front. Je crois que ça, c'est c'est assez marquant pour un président qui est au chevet de ses compatriotes chaque fois que ces derniers sont à mal. Donc, vous comprenez que à ce niveau, je crois qu'il faut véritablement saluer cet esprit du Marshal qui a été celui-là qui est non seulement du côté, il était toujours prêt à réagir chaque fois qu'on avait eu besoin de lui. Donc, pour ce qui est de sa mort, je crois que c'est assez marquant, sauf que, bon, vous savez, notre ligne politique, elle a toujours été une ligne politique assez claire. Nous n'allons jamais pour des questions de transition avec les armes, ça ne passe pas avec le PCRN. Et voilà pourquoi nous avons pensé que pour ce qui est en train de se passer actuellement, il faudrait que le calme revienne un peu plus tôt et que le pouvoir revienne entre les mains des civils. Parce que tant que nous sommes encore dans un régime qui se veut militaire, à chaque fois, vous avez compris, c'est une avalanche de terreur et les populations n'ont véritablement pas ne sont pas dans le calme. Donc voilà un peu à notre niveau ce que nous pensons par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je crois que nous allons développer un peu plus par rapport à cet aspect puisque nous ne sommes qu'en début d'émission. Alors voyons qui était Idriss Déby Itno et son rôle, le rôle qu'il a joué dans la sous-région en matière de lutte contre le terrorisme. Idriss Déby Itno, le bouclier de la sous-région. C'est un papier qui porte la signature de Lavoisier, Sama. C'est l'un des principaux verrous de l'Afrique centrale qui vient de tomber. Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, était considéré comme la ceinture de sécurité de la zone du Sahel. La création du cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération générale en matière de politique et de sécurité baptisée G5 Sahel en est l'illustration parfaite. L'organisation créée en 2014 travaille en collaboration avec les États membres de la CEDEAO et de la CEMAC. Parlant de l'Afrique centrale, le pays des Sao partage la frontière septentrionale avec le Cameroun. En proie aux exactions répétées de la secte islamique Boko Haram, la zone a bénéficié et bénéficie encore du bras armé du Tchad, impulsé en haut lieu par le maréchal Idriss Déby Itno. Sur le plan géostratégique, sa mort pourrait créer une autre dynamique dans la suite des hostilités contre ce mouvement antiterroriste aux frontières de la région de l'extrême nord Cameroun. Le pire des scénarios envisageables est que la réalité tchadienne puisse avoir des corollaires sur le quotidien camerounais. De sources officielles du porte-parole de l'armée sur la télévision tchadienne, Idriss Déby est décédé au front comme le valeureux soldat qu'il fut. Sa disparition intervient quelques jours après sa réélection à la tête du pays.
On a déjà quelques réactions de certains chefs d'État africains. Le premier, c'est le président camerounais, son Excellence Paul Biya. Dans un tweet signé, le chef de l'État camerounais partage la douleur du peuple tchadien. La disparition du maréchal Idriss Déby Itno est une immense perte pour le Tchad, l'Afrique centrale et notre continent qu'il aura servi sans relâche. Pour Paul Biya, qui dit avoir appris avec une grande tristesse le décès du président tchadien, s'adressant au nouvel homme fort de N'Djamena, le général Mamad Idriss Déby Kaka, désigné comme président par intérim. On parlera de ces différentes réactions. Et le président la réaction du Emmanuel Macron, président français, qui dit qu'il perd un ami courageux. La France perd un ami qui a œuvré pour la stabilité de la région, un partenariat incontournable au Sahel. Patrice Talon, président béninois, réagit également à l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno. Le président béninois s'est dit stupéfait. Au nom du peuple béninois, Patrice Talon, à son nom propre, adresse ses condoléances aux Tchadiens. Il dit en outre de recevoir la solidarité du peuple béninois. Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, également a réagi. C'est avec consternation que j'ai appris le décès tragique de mon ami et frère, le président Idriss Déby Itno. Je salue la mémoire d'un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel. J'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches, ainsi qu'au peuple frère de la République du Tchad. Que son âme repose en paix. Yahi Boni, ancien président béninois, lui également, il a réagi. Il rend hommage à un homme avec qui il a collaboré quand il était aux affaires. Il s'est notamment rappelé de la décision qu'avait prise l'illustre disparu en 2012, alors que l'ancien président béninois assurait la présidence tournante de l'Union africaine, celle d'envoyer le plus grand contingent de soldats pour stopper la progression des djihadistes à Mopti au Mali. Et puis on a cette dernière réaction. Je pense que voilà la réaction de Mohamedou Issoufou, l'ancien président de la Mauritanie, je ne me trompe pas, ni du Niger. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens d'apprendre la disparition brutale du président Idriss Déby Itno. Le souvenir que je garde de lui est celui d'un grand homme d'État et d'un stratège. Je présente à sa famille et au peuple tchadien mes sincères condoléances. Ali Bongo, président gabonais, réagit également. Le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, est mort comme il a vécu en combattant. Mes sincères condoléances. Donc voilà quelques réactions qu'on a pu recueillir ce soir. Il y a de nombreuses réactions, mais on note, professeur Mathias Eric Ounanguini, que la seule réaction qui semble différente, c'est celle du Cameroun. Parce que le président camerounais, au-delà des condoléances, il semble reconnaître le comité ministériel de transition qui a été militaire autant pour moi, militaire de transition qui a été mis en place au Tchad, et il a adressé une correspondance directement à M. Mahamat Idriss Déby Itno. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la position du Cameroun? La position du Cameroun s'inscrit dans le réalisme politique. Le président Paul Biya est l'un des chefs d'État les plus anciens d'Afrique, et évidemment aussi d'Afrique centrale. Il connaît la situation qu'il y a dans les pays voisins. Il sait que la situation sécuritaire du Tchad a toujours été extrêmement délicate. Vous allez voir des gens convoquer des hypothèses de transition civile, mais il faut ne pas connaître l'architecture politique du Tchad pour croire qu'une telle solution puisse tenir. Pourquoi une telle solution est quasiment impossible en fait? C'est-à-dire, si vous faites une transition civile, elle sera pleine de militaires, et puis le pays, entre l'armée officielle et les différents groupes rebelles, ceux du nord, ceux du sud, il sera extrêmement difficile de s'en sortir. Donc, dans ces conditions, le schéma de transition qui est en train de se dessiner en N'Djamena peut être un point de stabilisation. Maintenant, il est vrai que dans les usages consacrés par la communauté internationale, les transitions militaires ont beaucoup de difficultés à se faire accepter, mais on analyse aussi les situations, parce que les situations des pays ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours eu du mal à faire une démarcation. Le président Idriss Déby Itno, autant pour moi, était-il un président issu qui
qui n'est pas militaire, parce qu'il a gardé sa casquette des militaires. C'est peut-être la raison pour laquelle on avait du mal à faire le distinguo entre un président civil et un président militaire. La constitution du Tchad est claire. En cas de vacances de pouvoir, celui qui prend le pouvoir, c'est le vice-président qui est en place en N'Djamena. Pourquoi aujourd'hui il n'y en avait pas, malheureusement. Mais pourquoi aujourd'hui on contourne la Constitution? Oui, mais parce que entre les mécanismes formels et les mécanismes réels du pouvoir, ce sont toujours les mécanismes réels qui définissent le cours des choses. Quand vous connaissez l'histoire du Tchad, on en a parlé depuis à peu près 60 ans. Et quand vous connaissez même l'histoire du régime MPS, la dorsale militaro-sécuritaire est la dorsale la plus importante. Et ensuite, dans le pays, à toutes les époques, même dans la période où le président Déby avait stabilisé le Tchad dans ce qu'il avait réduit la récurrence et surtout l'efficacité des rébellions, mais les groupes rebelles sont toujours demeurés. Par exemple, tous les groupes qu'on appelle les Kodo, c'est-à-dire les rebelles qui sont basés dans le sud du Tchad, en pays Sahara, ils sont toujours là. Et ils ont souvent évolué entre le registre du groupe rebelle et le registre des coupeurs de route, des bandits. Dans le nord, il y a toujours eu des groupes rebelles, soit de l'ancienne matrice des forces armées du nord, d'Hissène Habré et de Goukouni Wadaï, soit même de la propre matrice d'Idriss Déby. Vous savez par exemple que le SCUD de 2008 était constitué d'un certain nombre de proches d'Idriss Déby, notamment les fameux jumeaux Tom et Timan Erdimi. Donc ce pays a une structure assez délicate et on ne peut pas construire une transition dans une situation comme celle-ci en partant de principes qui sont aériens. Il faut analyser la manière dont les choses se passent sur le terrain. De ce point de vue, moi je ne suis pas surpris. Il ne peut pas y avoir un événement comme la mort du président tchadien et puis vous pensez que le vide politique qui peut se créer ne sera pas occupé par les forces dominantes du système, c'est-à-dire les forces militaro-sécuritaires. Est-ce qu'on peut entrevoir une sorte de kabylisation du Tchad ou de congolisation du Tchad, le scénario de Kabila? Ça va dépendre de la négociation politique qui va se construire, mais comme on l'a dit tout à l'heure aussi, il est vrai que le contexte international a évolué, il n'est pas très favorable au pouvoir militaire. On a vu avec le Mali où on a été obligé en quelque sorte de déguiser la transition militaire, parce qu'en réalité le chef d'État qu'on est allé chercher c'est un ancien militaire et le cerveau du putsch est demeuré vice-président, dont les militaires ont quand même à l'intérieur une capacité de contrôle. Peut-être on évoluera vers ça pour le Tchad, mais dans le cas du Tchad c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que la structure proprement politique du MPS, il n'est pas sûr que dans la balance avec la structure militaire. Quand je parle de structure militaire, je ne parle même pas de la structure militaire officielle. Je ne suis pas sûr que la structure politique fasse le poids. Donc le cas du Tchad est un cas assez particulier. Est-ce qu'on peut spéculer sur la durée, l'espérance de vie du pouvoir de Mahamat Idriss Déby? Tout à l'heure, vous évoquiez les forces politiques internes du MPS. Oui. Et il y a également ça va dépendre des certaines rébellions. sources parlent des rebelles qui sont toujours là. Ça va dépendre des rébellions. Bon, ils ont annoncé de manière opportuniste une convergence, mais bon, quand vous connaissez aussi la structure des mouvements politico-militaires tchadiens, une telle convergence ne va pas tenir longtemps. À supposer même qu'ils aient les capacités de frapper le régime militaire de transition, ce qui est clair, c'est qu'ils vont se battre même pour le contrôle militaire du pouvoir. Vous êtes optimiste, pessimiste quant à la possibilité de Mahamat Idriss Déby de rester au pouvoir? Alors, je pense que c'est certainement ce qui l'y a mené. Lorsque nous pouvons déjà voir que la position du Cameroun me semble un peu ambiguë. Parce que mais elle renseigne quand même sur la position du Cameroun par rapport à ceux qui sont en place actuellement au pouvoir. Elle renseigne par rapport à ceux qui sont en place, mais je crois qu'on est allé vite à la besogne. À peine nous avons un régime que nous ne maîtrisons même pas déjà
tous les tenants et les aboutissants que nous adoubons déjà celui qui est placé comme militaire. Peut-être que vous ne le maîtrisez pas, mais eux à étudier doivent maîtriser. Bon, j'ai dit jusqu'à l'heure actuelle, parce qu'il y a une certaine presse qui est également en train de faire comprendre que ceci est parti d'un coup d'État en interne. Il y a ça. Bon, mais qu'est-ce que nous avons? Il y a la version officielle de l'armée qui fait comprendre qu'ils étaient au front. Alors, si d'aventure ces deux versions n'arrivent déjà pas à être cernées, que le Cameroun place déjà en premier celui qui est là comme celui qu'on peut adouber aujourd'hui comme le président de la transition, je trouve que cela n'est pas normal. Au-delà, nous avons la transition, nous avons comment vous appelez cela? Nous avons aujourd'hui la Constitution, merci. Ouais. Nous avons la Constitution tchadienne qui ne prête pas à ce genre de transition. Alors, est-ce que l'on veut dire que les papiers ont été signés? Nous avons toute une bagatelle de documents qui renseignent sur la forme de l'État et qui dit, en cas de vacances du président de la République, nous avons un vice-président, le vice-président n'est pas là, ça fait un vide. Après, on parle même de 40 ans révolus pour être, par exemple, chef de l'État. Il a 37 ans. Alors, il a 37 ans. Vous comprenez que celui-là ne peut déjà pas être à la tête de cette République. Donc, si d'aventure les deux sont bipés d'avance, vous comprendrez qu'il était tout simplement question d'un coup d'État pour que cela soit... Parce qu'au niveau du Tchad, moi je ne sais même pas si un jour il y a déjà eu des élections de façon à ce que l'on dise que c'est véritablement ce qui devait être sorti des urnes. Bon, il a été réélu, hein? Il a été réélu avec un score soviétique, avec véritablement un score soviétique. Cela dit que, cela voudrait dire que la paix il y a la paix dans le pays, mais si d'aventure nous avons un score comme celui-là et qu'il y a des rebelles qui ne font que venir de part et d'autre, il n'y a pas de stabilité dans le pays. Comment est-ce qu'on a donc pu avoir ces élections avec un score aussi fleuve? Donc, est-ce qu'on parlerait donc d'une illusion? Je ne sais pas. Bon, jusqu'à l'heure actuelle, je crois que ces genres de vous n'êtes pas d'accord avec la position qui a été prise par Yaoundé? Non, nous ne sommes pas d'accord jusqu'ici parce que nous croyons que déjà, au sein de notre formation politique, nous n'adoubons pas les régimes militaires. Et donc, lorsqu'on a un régime comme celui-là et qu'il est adoubé par Yaoundé, nous pensons que c'est quand même un peu dangereux. Et c'est pour ça que le président, l'honorable Cabral Libi, a fait un tweet cet après-midi pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Succès Masra, pour faire comprendre que véritablement, il faudrait qu'au moins il soit protégé. Donc, nous pensons, et je me dis pour les prochaines fois que ce président qui a, selon notre le chef, le porte-parole de l'armée, il faisait comprendre qu'il était question de faire 18 mois pour la transition. Et on pense qu'au bout de 18 mois, déjà il n'aura pas 40 ans et qu'il ne sera pas candidat. Qu'il ne sera pas éligible. Éligible. À moins qu'il y ait modification de la Constitution. Entre-temps. Il y a une rumeur persistante qui devient peut-être sérieuse. On parle du décès du vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Madame Lifaka. Je pense que je ne prononce pas... voilà, on ne prononce pas. Donc, pour le moment, c'est une rumeur. On va demander à nos équipes de vérifier tout cela. Benjamin Tangaï et Verlan Kouete de vérifier rapidement cette information qui circule. Allez, tiens, qui est Mahamat Idriss Déby Itno, le nouvel homme fort de N'Djamena? Son portrait ce soir est présenté par Janice Kamga. Voici le nouvel homme fort de N'Djamena, Mahamat Idriss Déby, 37 ans, fils de l'ex-président Idriss Déby Itno, remplace provisoirement son père, tué au combat à la tête du Tchad. Jusque-là, responsable de la garde présidentielle, il a pris le pouvoir ce 20 avril sous la bannière du Conseil militaire de transition de la République tchadienne. Selon l'armée, ce conseil militaire va assurer la protection du pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Pendant 18 mois donc, Mahamat Idriss Déby devra sortir le pays de la crise et le conduire sur la voie d'élections libres et transparentes. Élevé par la mère du chef de l'État, celui qu'on surnomme Mahamat Kaka,
c'est-à-dire grand-mère en langue arabe, a fait ses classes militaires au groupement des écoles militaires interarmées du Tchad, puis il a fait un bref passage au lycée militaire d'Aix-en-Provence en France. Dès son retour au pays, il sera accueilli à la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la garde prétorienne du régime. En mai 2009, Mahamat Déby sort victorieux de la bataille d'Amdam menée contre une coalition rebelle dans l'est du pays. 2010 marque son érection à la tête de l'escadron blindé et des gardes du corps. 3 ans plus tard, il est nommé au poste de commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Nord Mali sous les ordres du général Oumar Bikoro, mais il se dit que Mahamat Déby en serait le chef officieux. Il y a un débat autour des circonstances même du décès du maréchal Idriss Déby Itno, officiellement selon le communiqué du comité militaire de transition qui a été diffusé sur les ondes de la télévision tchadienne. Il a été touché d'abord au front de guerre et il est décédé de ses blessures. Mais sur la toile, il y a de nombreuses... des nombreuses versions qui circulent. Certains disent qu'il aurait été, on parle au conditionnel, qu'il aurait été tué par un proche, qu'il a été assassiné dans son palais, qu'il n'a pas été tué au front, que sa voiture blindée, on ne pouvait pas l'atteindre, que les rebelles n'avaient pas des moyens logistiques pour toucher sa voiture blindée. Dans tous les cas, il y a des spéculations autour de ces décès-là. Certains vont même un peu plus loin en accusant le nouvel homme fort de N'Djamena, le fils qui est peut-être l'auteur de ce qui est arrivé à son père. Idriss Déby Itno, selon vous, a-t-il été assassiné? Si vous savez, dans ce genre de situation, tout est possible, mais l'hypothèse d'un coup d'État constitué me semble quand même peu probable. Si ce n'est pas une mort sur le front, comme cela a été dit officiellement, la possibilité c'est que ce soit un acte isolé, c'est-à-dire que l'un des membres de sa sécurité se soit attaqué à lui sans que d'autres membres de la sécurité puissent s'y opposer. Ça peut être une possibilité, mais je ne crois pas trop au coup d'État orchestré par le fils, parce que si c'était l'hypothèse du coup d'État orchestré par le fils, connaissant la structure du système, ça engendrerait des pressions à la vengeance. Parce que vous savez que l'une des caractéristiques de ce groupe, c'est que c'est un groupe politico-militaire. Et même quand il est arrivé au pouvoir, ces caractéristiques politico-militaires-là n'ont pas disparu. Et ensuite, le groupe politico-militaire est greffé sur des communautés. Et ça fait donc qu'il y a des tiraillements internes, les fameuses tensions dont parlait votre collègue tout à l'heure. Ce sont ces tiraillements qui sont assez vieux, parce qu'ils n'ont pas commencé en 2020. Ce sont des choses qui ont commencé à partir des années 2000. En fait, à partir du moment où la ressource pétrolière est arrivée dans l'économie politique du Tchad, elle a également suscité des appétits au sein même de certains cercles du pouvoir qui ont pensé que leur temps de prendre le contrôle était arrivé et que le président Déby devait céder la place. Si c'est une logique de ce type, là il va être difficile à ce comité-là de se stabiliser. Moi je pense plutôt dans l'hypothèse où ce n'est pas effectivement la mort sur le front, que c'est pour régler la situation que le comité militaire de transition a été créé, de manière à éviter un vide. Et dans les conditions effectives de fonctionnement, une transition civile fonctionnerait difficilement, parce que la transition civile aurait des problèmes avec les groupes de puissance que sont d'abord les mouvements rebelles, puis également la structure politico-militaire du MPS, et puis la relation qu'il y a entre le MPS et l'armée du Tchad. Dans ces conditions, il y a un vide constitutionnel, il n'y a pas de vice-président. Normalement, au-delà de l'hypothèse d'une transition militaire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire?
Ça aurait pu passer par des... Mais je crois qu'il faut bien regarder les articles 80 et 81 de la Constitution. Ça aurait pu passer par l'Assemblée nationale, mais en réalité, quand vous connaissez le jeu politique réel du Tchad, ce n'était pas possible. Il ne faut pas rêver. Ce n'était pas possible. La seule hypothèse possible, c'est celle qui se présente là maintenant. Mais encore, faut-il donc qu'elle puisse avoir la capacité déjà d'imposer son contrôle. Parce que le premier test que la jeune, parce que c'est d'une jeune qu'il s'agit, c'est de pouvoir tenir déjà le pays, de pouvoir ensuite bloquer les rebelles et de pouvoir même les frapper rapidement pour montrer qu'elle tient le pouvoir. Après, ensuite, c'est d'engager un processus de négociation politique au niveau sous-régional avec les leaders qui sont là, les présidents des autres pays d'Afrique centrale, et un processus au niveau de l'Union africaine avec la Commission de l'Union africaine et puis un certain nombre d'États en Afrique qui ont une grande importance. Le président de la Commission de l'Union africaine, je pense qu'il est tchadien. Il est tchadien. Monsieur Mahamat, je crois que c'est monsieur Mahamat qui est président de l'Union africaine. Alors on va revenir à vous, monsieur le président. Vous êtes président départemental du PCRN, on peut vous appeler monsieur le président. Écoutons d'abord cette réaction d'Idriss Déby et Itno au cours d'une interview. C'est comme un signe prémonitoire de ce qui lui est arrivé aujourd'hui, du moins si on s'en tient à la déclaration qui a été faite par les militaires qu'il est décédé au front de guerre. Regardez. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais alors dès que c'est possible, vers là vous nous faites si. On va repartir à Kousséri parce qu'Albertine Butiaga a pu entrer en contact avec ses contacts, du moins avec ces personnes ressources du côté de N'Djamena. Dès que c'est possible, dès que la liaison téléphonique est possible, on va retrouver Albertine Butiaga qui est toujours à Kousséri. Un mot sur les différentes versions qui circulent sur la toile, M. Bidima. Alors, au sujet des différentes versions qui circulent sur la toile, je pense qu'il est question pour nous d'être un peu plus modérés, même lorsqu'on partage même ces différentes informations. Il faut être prudent. Il faut être très prudent. Et précautionneux. Voilà, parce que parfois on n'a pas les possibilités de recouper, mais nous faisons l'effort de partager. Alors, lorsque nous partageons des informations qui ne sont pas recoupées au préalable, il peut être que nous soyons en train de transférer des informations fausses et qui vont, n'est-ce pas, qui seront un problème pour la société. Et vers la fin, on va se retrouver avec des cas selon lesquels tel te donne une version, tel autre te donne une autre, et finalement, la version officielle, on la bafoue et on se dit peut-être qu'à partir aussi de ces versions, vous pouvez lire et rester quand même assez mesuré. Et chaque fois que nous sommes face à une information qui est transférée même dans un groupe WhatsApp, puisque nous n'avons pas eu la possibilité de faire un déplacement, aller faire un recoupement sur place, je crois que nous devons être un peu plus modérés. Mesurés. Alors, par rapport donc à ces différentes versions, s'il fallait que je colle un commentaire dessus, je crois que si d'aventure la version selon laquelle c'est un coup d'État, un assassinat, je crois que c'est assez grave. Assez grave pourquoi? Parce que, vous savez, ça se passe dans tous les régimes. Lorsque un régime met long, ça fait trop de problèmes. Rassurez-vous que chaque fois qu'il y a les uns et les autres qui sont dans un même, je dis même un même parti politique, ils peuvent être dans un même parti politique, mais ils ont tellement attendu qu'ils se disent qu'il faut à un certain moment
que nous prenions la chose en main. Il y a des désaccords. Il y a des désaccords en interne et je suivais mon regard. Alors, si d'aventure, nous sommes même dans notre propre pays, vous allez vous rendre compte que même au sein du parti au pouvoir, dans notre propre pays, c'est des distances en un point fini. Tel à un côté, tel autre de l'autre côté, et c'est entre eux que, vous avez même vu ces derniers temps, il y a un mouvement qui est là dehors, on ne sait même pas à quoi ça renvoie. Mais il y a... Je voudrais parler, c'est comme si vous ignoriez qu'il y a le franquisme, je ne sais à quoi ça renvoie. Bon, mais il y a quand même des gens qui envoient un signal comme cela et ils essayent un peu de voir comment est-ce que ça va se passer sur le terrain pour arriver et dire, voilà, c'est ce que nous vous avons dit. Alors, c'est autant de choses qui font que plus vous restez longtemps au pouvoir, plus la situation devient délétère et de plus en plus, nous avons des situations conflictogènes. Alors, regardez même au niveau du Cameroun. Si nous allons du côté du nord-ouest, sud-ouest, ils vont vous dire que c'est parce qu'au pouvoir, ils ne sont pas là, ils n'ont pas toutes les possibilités d'être aussi au perchoir un jour, d'être aussi président de la République un jour. Et voilà pourquoi ils sont en train de faire cela. Lorsque vous allez même du côté du Grand Nord, vous allez vous rendre compte que il y a les grands bandits qui sont là. Dans un premier temps, c'était les grands bandits. Il y avait les coupeurs de route, il y avait le phénomène des coupeurs de route dans les années 2000. Qui a été éradiqué quand même. Qui a été éradiqué. Bon, mais ça a été éradiqué, mais plus le temps passait, plus ces coupeurs de route sont devenus ceux-là qui sont rentrés avec Boko Haram. Et dans cette Boko Haram, même les coupeurs de route, on se rendait compte qu'il y avait des anciens militaires, soit camerounais, soit des anciens militaires tchadiens, soit des anciens militaires centrafricains dans ces coupeurs de route. Et il me souvient qu'en 2000, je pense 2004 ou 2008, oui 2008, alors lorsque nous sommes en N'Djamena et il y a cet assaut des rebelles qui reviennent à temps et à contre-temps, lorsque Albertine disait tout à l'heure quelle a été la difficulté pour traverser le pont Guéli, je vous assure que c'était un 19 mai. Je me retrouve. Un 19 mai 2004. Alors, nous sommes en N'Djamena, on entend des crépitements, des coups de feu, ce que nous, on n'est pas habitué à suivre ici, par exemple, du côté de Yaoundé. On n'est pas habitué à suivre cela. Vous entendez des crépitements. Comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de la ville? Parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses. Mais les uns les autres vont vous dire non, même au niveau de la frontière, je vous assure qu'on dit, seuls les Camerounais traversent. Alors, au moment où on dit ça, les Camerounais traversent, c'est tout le monde qui devient Camerounais à la fin. Et vous vous rendez donc compte qu'au niveau du pont Guéli, c'est des bousculades en un point fini. Et quand on traverse, de l'autre côté, tel vous dit, moi je suis tchadien, tel vous dit, je suis Camerounais, tel vous dit... Véritablement, chaque pays où il y a de la guerre, je crois que c'est quelque chose qui ne peut pas permettre à ce qu'il y ait l'évolution. Et vous voyez, même les 30 ans, les 31 ans d'Idriss Déby, qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir? On va revenir là-dessus et vous parler de la guerre. Je pense que les situations comme celle-ci nous permettent encore de voir l'avantage, le privilège qu'on a d'avoir un chef de l'État comme le président Biya. Parce qu'il y a des Camerounais qui n'ont même jamais entendu un coup de feu. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais suivi le coup de feu. Je ne suis pas en train de me moquer d'Albertine, mais hier, Albertine le voice qu'elle m'a laissé, simplement parce que les Tchadiens étaient en train de jubiler, en tirant en l'air, elle a cru qu'il y avait un problème. Et le message qu'elle m'a laissé dans ma boîte mail, sur WhatsApp, elle paniquait, elle me disait que si j'espère qu'on va atteindre demain matin parce que c'est grave, il y a des coups de feu. Et moi, quand je me suis renseigné auprès des amis qui sont dans le billet, notamment également là-bas au Tchad, on nous a appris que c'était des coups de feu tirés en l'air après la victoire d'Idriss Déby Itno. Allez, Albertine Bichaga justement a pu avoir d'autres informations sur la situation au Tchad en ce moment. Albertine, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce qui se passe actuellement en N'Djamena? Alors oui, la ville de N'Djamena, la capitale tchadienne, est calme ce soir. Vous savez, on a laissé beaucoup de compatriotes qui n'ont pas pu traverser la frontière, qui sont encore là-bas. Et un couvre-feu est instauré depuis ce jour. Il prend effet dès 18 h.
Et donc, les compatriotes que nous avons eu au téléphone il y a quelques instants et un peu en début de soirée nous ont dit que la ville était calme, et même maintenant, parce qu'on est en contact avec plusieurs d'entre eux, et ils nous ont dit que la ville était calme. Il y a un couvre-feu, trop calme d'ailleurs, puisqu'il y a un couvre-feu, et que voilà, la capitale est toujours sous fort quadrillage des forces de sécurité. Rien de grave pour le moment. Tout est tout simplement calme. Les frontières sont toujours fermées et voilà. Ben voilà, ça fait du bien quand même de retrouver son pays. Je sais pas, est-ce que Albertine Verlon nous dira si Albertine on en parle en rien, prof. Je vous assure que avant de parler des conséquences sur la géopolitique et sur les plans, du moins sur le terrorisme, la géopolitique, effectivement. J'étais au Congo après la réélection, je crois que c'était en 2016 ou 2017, du président Denis Sassou Nguesso, juste après la proclamation des résultats, pendant que nous étions à l'hôtel en train de dormir, quand on a entendu les coups de feu, tout le monde a plié les bagages, on a passé la nuit à l'aéroport pour attendre rentrer au Cameroun. C'est tellement, notre pays offre quand même cette possibilité d'avoir des générations qui finissent comme ça sans avoir entendu, qui n'ont jamais entendu un simple coup de feu. Merci à Albertine Bichaga pour l'excellent travail de collecte au niveau de Kousséry, et on dit un grand merci aux responsables du BIR, le bataillon d'intervention rapide de Kousséry, le commandant Bida, qui a bien accueilli l'équipe de B-News 1, qui a traversé la frontière par voie fluviale, puisque les militaires tchadiens n'ont pas accepté que notre équipe sorte de N'Djamena, et on dit infiniment merci donc aux éléments du BIR qui sont postés du côté de Kousséry. Quelles conséquences tout ceci peut avoir? On avait déjà un peu posé la question au prof. On a aujourd'hui une sous-région qui est pratiquement, il y a la RCA qui sort peu à peu des assauts des rebelles. On a le Cameroun qui a des problèmes dans la partie anglophone. C'est vrai que l'armée camerounaise est en train de gagner cette bataille-là. Idriss Déby, qui était le bouclier contre Boko Haram, contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, le décès d'Idriss Déby, il aura quelles conséquences sur le plan sécuritaire en Afrique centrale, mais également dans la zone du Sahel? Effectivement, le président Déby a été un bouclier important, non seulement pour l'Afrique centrale, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest sahélienne. On connaissait son implication qui a été rappelée dans la lutte contre Boko Haram, État islamique en Afrique, et puis contre AQMI. On connaissait également son implication face aux groupes islamistes présents au Mali, son rôle dans le G5 Sahel. Ça veut dire que c'est une grosse perte si le nouveau leadership tchadien ne consolide pas sa position gouvernante, ne consolide pas sa reconnaissance internationale et ne consolide pas également ou ne maintient pas ses capacités militaires. Parce qu'à ce moment, n'oublions pas que le Tchad est frontalier de la Libye et que la Libye est une zone qui est marquée par un fort désordre en dépit de la présence d'un gouvernement reconnu internationalement. La réalité du terrain montre qu'on a en fait deux pouvoirs en Libye, et le sud de la Libye qui est sociologiquement en continuité avec le nord du Tchad est aussi le lieu de grand désordre. Ça peut être très dangereux, non seulement pour le Tchad, mais pour les autres pays de la sous-région et particulièrement le Cameroun. Et il faut savoir qu'il y a des forces qui ne veulent pas beaucoup de bien au Cameroun en ce moment et que le Cameroun est potentiellement menacé par des manœuvres qui sont faites, et malheureusement, il y a des Camerounais qui sont complices de telles manœuvres pour déstabiliser notre pays. Et nous, je répète et je le dis encore une fois, nous devons faire extrêmement attention en ce moment. Parce qu'il y a des intérêts, malheureusement, une partie de ces intérêts sont ancrés dans notre pays, même de gens qui veulent qu'il y ait une confrontation au Cameroun. Et c'est pour ça que
nous devons suivre avec attention la situation au Tchad. Tout à l'heure, on a pu quereller la position du président camerounais, mais il a des informations que vous n'avez pas. Quand on connaît le style du président Biya, il ne réagit pas n'importe comment. Donc il faut que nous fassions très très attention, d'autant plus que la situation centrafricaine... La réaction du président Biya semble d'ailleurs conforter Mahamat Idriss Déby. Elle semble le conforter momentanément. Ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas dire, comme le disait mon vis-à-vis, qu'il y a une reconnaissance formelle. Non, il s'agit de prendre acte d'une situation. Mais en prenant acte d'une situation, il le fait sur la base d'un certain nombre d'informations. N'oubliez pas qu'il y a eu une conversation entre le président Déby et le président Biya ces jours-ci sur la situation au Tchad. Et je vous rappelle qu'il y a des forces qui en ce moment veulent créer un conflit général au Cameroun. Ce ne serait pas un conflit localisé comme vous le voyez dans le nord et le sud-ouest. Donc nous devons faire extrêmement attention. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on s'amuse. Je ne suis pas un enfant. Quand je parle, je vous dis que le Cameroun doit faire extrêmement attention. Et donc urgent peut-être de renforcer la sécurité au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Effectivement, c'est pour ça que moi je voudrais rentrer dans une logique selon laquelle on devrait redoubler de vigilance. La porosité de la frontière est un problème pour la stabilité d'un pays. Dès lors qu'on a des possibilités d'intrusion à temps et à contre-temps, vous avez vu Boko Haram est en train de reprendre de plus belle, et c'est au moment où Boko Haram est en train de reprendre les assauts que Idriss Déby, qui était véritablement aussi, il faut le dire, le bouclier, un rempart, s'en va. Et vous savez, même dans les différents, dans les groupes, dès lors que la tête saute et sur une tête que l'on comptait véritablement, je crois que le groupe a un peu de temps pour se remettre, pour se reconstituer. Et tel que les informations que nous n'avons véritablement pas vérifiées font état de ce qu'il y a beaucoup de chefs de guerre qui sont également tombés sur le théâtre des opérations lors de ces assauts, je crois que ça fait qu'il faut reconstituer l'intérieur un peu plus tôt, et que le prochain, celui qui est donc présenté aujourd'hui comme l'homme fort du Tchad, essaie de revoir le positionnement de ses troupes, et nous, au niveau du Cameroun, qu'on soit assez vigilants, parce qu'en ce temps-là, les uns les autres peuvent revenir, et comme ils se diront, ah, ils ne sont plus là, celui qui était notre terreur s'en est allé, en ce temps, ils peuvent revenir avec un peu plus de vigueur, un peu plus de ténacité, et dire même que, voilà, nous revenons, parce qu'à une certaine période, on avait un peu lâché du fait qu'on pouvait de temps en temps, Idriss Déby, une fois on avait eu besoin de lui, il pouvait revenir, parce que c'était véritablement un chef de guerre. Donc, pour moi, je pense que le Cameroun devrait tout faire pour être de plus en plus vigilant, parce que quand vous regardez toute la partie, vous avez vu du côté de Dabanga, qui est directement à côté du Nigeria, vous remontez, vous êtes à Maltam Kousserié de l'autre côté, il y a même du côté de Goulfé, Darak, et même vous revenez du côté de Fotokol. C'est également des zones qui sont assez terribles. Et donc, moi je me dis, l'armée, nous faisons confiance à notre armée, mais il faut être de plus en plus vigilant par rapport à cette situation qui est en train d'arriver au Tchad. Est-ce qu'il n'est pas urgent de convoquer un sommet de la CEMAC, mais également une rencontre du G7 Sahel? Je crois que pour l'instant, les chancelleries sont en observation. On va d'abord voir probablement comment ça se passe. Si le régime militaire de transition arrive à maîtriser la situation dans les jours qui viennent, c'est à ce moment que les initiatives politiques vont commencer à se construire, et la survie du mécanisme intégral dépendra donc maintenant de la capacité de ce régime-là à obtenir des appuis auprès d'un certain nombre de figures qui comptent sur l'échiquier politique africain.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet ce soir, mesdames, messieurs. Vous l'avez certainement appris en cette journée du 20 avril 2021. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé. Les raisons officielles, et du moins officiellement, il a été blessé lors d'une attaque des rebelles et il est mort de ses blessures. C'est la version officielle du comité militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, qui n'est ni plus ni moins que son fils. On accueille sans transition Janice Kamga pour le fact-checking du jour. Janice, bonsoir. Bonsoir Ernest Ça va? Obama, bonsoir à tous. Ça va Triste, bien, vous merci. portez le deuil aussi? Oh, d'une certaine façon, la nation tchadienne est une nation amie, c'est une nation sœur, et donc le Cameroun porte le deuil autant que la population tchadienne. Quels sont les commentaires sur la toile ce soir? Sur la toile, les commentaires vont dans tous les sens. On fait face à une véritable infodémie. Ça va de toutes les analyses. Vous connaissez les Camerounais. Citizen journalism, tout le monde est journaliste, tout le monde Tout à semble fait, avoir une bonne information. Et on parle... Et on parle d'abord de cette rumeur des crises à la capitale de N'Djamena. Les Tchadiens affluent vers le Cameroun. Il y a une image qui est surabondamment partagée sur la toile. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Alors, c'est une vidéo vraie, une vidéo donc abondamment partagée sur la toile ce soir. Elle présente une foule en panique sur un pont tentant de rallier l'autre rive. Le texte associé à cette vidéo sur la toile fait croire que, à cause du climat délétère qui règne au Tchad après le décès du président maréchal Idriss Déby Itno ce jour, les Tchadiens afflueraient par le nord Cameroun à Koussiri. Sauf que, vous l'avez suivi il y a tout juste quelques minutes de la bouche de nos envoyés spéciaux à N'Djamena, il n'y avait pas autant de personnes en soirée à la frontière Tchad-Cameroun. La situation était relativement calme et maîtrisée par les forces de défense. Une recherche également par image inversée via le moteur de recherche Google nous conduit à un article du Jeune Afrique daté du 23 avril 2015. On y apprend qu'il s'agit du pont Guéli qui relie la capitale N'Djamena à l'extrême nord du Cameroun, où hommes, femmes et véhicules subissaient alors une fouille minutieuse à la recherche d'armes ou de fillettes kamikazes œuvrant pour le compte de la secte islamiste Boko Haram. La population, selon cet article, fuirait donc les affres de la secte islamiste Boko Haram. Il ne s'agit donc pas d'une vidéo de ce jour comme certains l'ont annoncé sur la toile. Et puis, on reste en N'Djamena. Des rumeurs largement partagées sur les réseaux sociaux affirment que le président Idriss Déby Itno ne serait pas mort au front. Vrai ou pas? Alors, c'est une information véritablement difficile à recouper. La situation est très délicate en ce moment au Tchad. C'est la valse des fake news ce soir concernant la situation dans le pays. Selon quelques supputations, il ne serait pas mort donc au front, comme annoncé plus tôt par le porte-parole de l'armée, mais assassiné par l'autruchement d'un coup d'État fomenté par son propre fils, le général Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, ou encore, selon d'autres hypothèses, par un groupe de soldats de l'armée républicaine. Il aurait, selon diverses versions, fait l'objet d'une exécution pure et simple, mais des nouvelles qui nous sont parvenues du nord du pays depuis 3 jours environ faisaient déjà état des assauts et troubles occasionnés par le groupe rebelle du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, le FAT. Nous avons d'ailleurs pu observer des chars de guerre dans les rues de la capitale N'Djamena destinés à rasséréner les populations. Par conséquent, la version de l'armée de cet après-midi semble donc être la plus plausible au vu de l'investissement de l'ex-président tchadien dans la guerre contre le terrorisme au Tchad. Avec le concours de la réalisation, nous prenons la teneur de la communication officielle de l'armée. C'était cet après-midi. De la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss.
Et voilà donc la vidéo du porte-parole de l'armée du Conseil militaire de transition qui affirmait que le président tchadien Idriss Déby Itno est effectivement décédé des suites de blessures dans son combat avec les rebelles du FACT. D'accord. Allez, Gilbert Timiévouna a été, du moins selon les rumeurs évacuées aujourd'hui vers la Suisse, certains annoncent qu'il serait décédé, vrai ou faux? Alors, c'est également difficile à dire. En tout cas, il s'agit d'un fake news, sauf publication officielle contraire ultérieure. Nous n'avons pas encore pu entrer en contact avec un membre de la famille de Gilbert Timiévouna, le président du conseil régional du centre et trésorier national du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Mais selon d'autres informations également partagées sur WhatsApp et Facebook, il n'est pas mort. L'assertion a été attribuée à l'ambassade du Cameroun à Berne en Suisse, sauf que nous avons fait un tour sur le site officiel de l'ambassade et aucun message officiel n'a été posté à ce sujet. Plus tard dans la journée, c'est des confrères qui ont également démenti la rumeur. Le journal en ligne Le Bled parle informel. Gilbert Timiévouna n'est pas mort, mais se trouve dans un état critique. Il est, selon le web journal, en soins intensifs en République helvétique. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les fake news, mais ça au moins c'est déjà connu. Madame Lifaka, de plus en plus, la nouvelle est confirmée, serait décidée. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, je crois bien. Elle est donc décidée ce soir. Peut-être, il y a Albertine qui voulait encore dire un mot sur un opposant centrafricain, tchadien autant pour moi, la réaction des hommes politiques de ce côté-là. Est-ce que Albertine est avec nous, Verlin? Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle peut nous dire un mot sur les réactions des leaders politiques? Albertine, malheureusement, est partie. Je suppose que la traversée sur la Pirogue a été difficile ce soir. C'est normal qu'elle aille se reposer. On va prendre à présent, vous savez, chaque jour, on vous a promis hier que désormais, sur Obama Time, tous les jours, on va vous présenter un portrait d'un homme politique, d'un homme qui compte dans notre pays. Et ce soir, nous avons choisi, peut-être pour égayer cette journée triste dans la sous-région, le portrait de la femme qui fait briller notre pays à travers son action humanitaire immense et son action sur le plan social incommensurable. Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, est le portrait de ce jour. Regarde. Rien qu'à l'évocation de son nom, c'est le cœur du Cameroun tout entier qui bat. Depuis près de 30 ans, Chantal Biya est le poumon de l'Afrique en miniature. Elle ne se serait pas assise sur ses lauriers de première dame, son rang honorifique, touché par l'œuvre sociale. Chanto, comme elle se fait appeler affectueusement, est devenue le don de sa chère et belle patrie le 23 avril 1994. À 26 ans, 11 mois et 28 jours, elle dit oui à Paul Biya pour porter la lourde responsabilité de régner à maître de paix sur le Cameroun. De son nom de jeune fille, Chantal Pulchéry Vigourou, elle voit le jour le 4 décembre de l'an de grâce 1970, juste quelques jours avant la naissance du Christ, comme un mois qui annonce la venue du Messie, mais en version féminine, pour un Cameroun qui se veut prospère. Dans la province de Dimako à l'est du pays, Chantal Biya grandit aux côtés de ses parents Georges Vigourou et Rosine Dongo Mengolo. Bras droit du président de la République, sinon toujours à ses côtés, la belle du Cameroun vit de plus près les souffrances de son peuple. Très vite, la mère de la nation, troisième première dame du pays, met sa position au profit d'un engagement caritatif de lutte contre le sida. Alors que le monde s'écroule devant la maladie, elle devient l'antivirus du virus de l'immunodéficience humaine auprès des Camerounais. Cet engagement, Chantal aurait hérité de son enfance. Sa mère Rosine Dongo Mengolo, ancienne Miss de Bertois, devenue maire de Bangou en 2007, et son père Georges Vigourou, ancien employé de la société forestière et industrielle de Belabo, l'aurait élevée dans une famille modeste à Yaoundé où elle portera sa couronne de gloire, certaines valeurs humaines notamment la charité, l'amour. Qui de plus que Chantal pour être l'oreille attentive pour rappeler à chaque fois au père de la nation le cri d'un enfant oublié. Voici l'histoire. Ton
naturellement, elle est mère de jumeaux, Franck et Patrick Hearst, nés avant son union avec Paul Biya, mais aussi de Paul Junior et Anastasia Brenda. Savourant le bonheur d'être maman, Chantal ne s'imagine pas la douleur des femmes qui n'arrivent pas à procréer. La dame du Cameroun, dans sa démarche d'apaiser les souffrances, essuie d'un revers de la main les larmes de la jante féminine. Elle gagne le pari et met sur pied en 2016 le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé. Je suis particulièrement émue et touchée de prendre la parole en ma qualité de marraine à l'occasion de l'inauguration officielle du Centre hospitalier de recherche et d'application de chirurgie endoscopique et de reproduction humaine du Cameroun. Le Crasset, spécialisé en matière de procréation médicale assistée, les dames retrouvent le sourire. Un peu plus tôt, le 23 février 2006, le Centre international de référence Chantal Biya voit le jour. Ses missions, la recherche, la santé publique, la formation et les essais cliniques afin d'améliorer la prise en charge des malades. Mais aussi en 1994, elle crée la Fondation Chantal Biya qui soutient des projets visant à réduire la pauvreté et à lutter contre la maladie, en particulier dans le contexte du VIH. Le Centre Mère et Enfants de la Fondation propose des soins pédiatriques et une éducation sanitaire complète, avec une prise en charge suivi et régulier des enfants nés de mères vivant avec le VIH, à de nombreux quadruplés. Et ces enfants sortis du gouffre de la mort, on leur comptera sûrement un nom, Chantal Biya, et un seul lieu, sa fondation. Sans jamais faire de bruit, mendiant du bonheur des autres, la lionne du Cameroun, du haut de sa coiffure, sa touche personnelle, sa douceur aussi visible que son sourire, sa simplicité, elle ne laisse aucune femme indifférente. Les synergies africaines ont son nom dans leurs archives. En tant que présidente fondatrice, l'ONG regroupe les premières dames africaines. Leur mission, intervenir dans les domaines de la lutte contre la pandémie et la transmission mère et enfant du VIH, sans oublier l'assistance aux personnes démunies dans les zones rurales à travers l'Afrique. Dans son combat, le Cercle des Amis du Cameroun voit également le jour. Femme de confiance et véritable soutien pour son époux, elle se voit attribuer la présidence d'honneur de l'OFRDPC, la section qui regroupe les femmes du parti au pouvoir. Chantal s'étend jusqu'au sport. Depuis 2011, une course cycliste, le Grand Prix Chantal Biya, porte son nom et récompense chaque année ces jeunes Camerounais, fers de lance de la nation. Célébrée pour son côté humanitaire, son œuvre va au-delà du Cameroun. Elle bénéficie du statut consultatif spécial du Conseil économique et social des Nations Unies. Cela dit, le titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis le 14 novembre 2008 ne ferait que valoir ce que de droit. D'autres distinctions honorifiques, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, lauréate d'or avec cordon du Grand Prix humanitaire de France, commandeur de l'Ordre international de la protection civile, première dame du Cameroun, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, le palmarès de Chantal est large. Mais au-delà de son statut de première dame, Chantal Biya s'est partagé des moments de bonheur sous une musique qui rappelle l'espoir. Toujours sous un fond sourire, une oreille encore et encore à l'écoute du peuple camerounais, elle reste aux aguets, jamais sans répit. Son Cameroun doit battre un rouge cœur, un cœur de l'amour, une patrie où les souffrances sont apaisées, où la charité règne à maître. Chantou Chantal, elle demeure une véritable bibliothèque humanitaire. Ce 20 avril marque également le décès d'une ancienne première dame du Cameroun, Madame Germaine Aïdjo. Et on a avec nous la correspondance du chef de l'État camerounais pour la circonstance.
Mesdames, Messieurs, mon épouse et moi-même avons appris avec tristesse le décès de Madame Germaine Abiba Ahidjo, épouse du premier président de la République du Cameroun. Nous partageons votre immense chagrin ainsi que celui de votre famille. J'ai personnellement connu, comme vous le savez, Madame Chantal Ahidjo, Madame Germaine Ahidjo, autant pour moi, une grande dame distinguée. Elle était dotée d'une forte personnalité. L'histoire retiendra qu'elle contribua aux côtés de son époux au rayonnement de notre cher et beau pays. Sa disparition est assurément une épreuve douloureuse pour tous les siens et pour ceux qui l'ont connu et aimé. Le Cameroun vient de perdre celle qui aura été un témoin particulièrement privilégié de l'histoire de son indépendance et du début de sa construction comme pays libre. Mon épouse et moi-même tenons en cette période du jeûne du Ramadan à vous adresser nos condoléances émues tout en vous rassurant de notre soutien. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, avec mes hommages, des assurances renouvelées de ma parfaite considération, et c'est signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. On est pratiquement à la fin de l'émission, mais on nous signale qu'Albertine Bichaga, on l'a sorti de son sommeil et elle veut rapidement nous parler de la réaction de la classe politique tchadienne après le décès d'Idriss Déby Itno, le maréchal président tchadien, mais également la mise sur pied du comité militaire de transition. Albertine, c'est à vous. Alors, c'est une bien trop grande question, mais disons que nous avons, durant les plus de 20 jours que nous avons passés à N'Djamena, constaté qu'on avait quand même affaire à un pays qui était assez divisé, il faut le dire en réalité. Parce que même dans les rues, malheureusement, les gens nous disaient que ce sixième mandat passait mal. Nous avons par exemple rencontré un jeune leader de l'opposition. C'est d'ailleurs l'un des rares que nous avons pu rencontrer parce qu'il faut dire que durant cette campagne, on a beaucoup vu le MPS, le parti du maréchal Idriss Déby Itno, et qui, il faut le rappeler, avec 113 autres partis qui s'étaient alliés à lui pour cette élection. Et donc l'opposition était quasiment absente, surtout à N'Djamena où nous étions. Ils n'ont presque pas fait campagne. Vous savez également tout ce qui a émaillé cette campagne électorale, ces candidatures qui avaient été annulées et ces autres qui ont désisté, ces autres candidats qui ont désisté à un moment parce qu'ils estimaient que tout n'était pas mis en place pour que le jeu soit équitable et équilibré. Je parle bien sûr de cette élection. Et on avait rencontré parmi tous ceux qui appelaient à ce boycott un jeune, Success Masra, qui est le leader des transformateurs, avec qui nous avons eu un assez long échange et dont nous avons fait un reportage sur les propositions, dont la candidature également avait été rejetée parce qu'il a 39 ans et que la nouvelle constitution, la dernière du Tchad, a donc marqué qu'il fallait avoir acté qu'il fallait avoir 40 ans pour prendre part à cette élection. C'est un ancien de la BAD, je crois, et un économiste, et qui était très, très, très dur vis-à-vis du régime du président Déby, et qui, lui aussi, nous avait dit que ça allait se terminer très mal parce qu'il estimait que ce jour-là, en off, il nous disait qu'il y avait beaucoup de dissensions même et de divisions dans le camp Déby, que les gens n'avaient pas l'honnêteté et la force d'être sincère pour prendre position comme lui, mais que le président n'était même plus très bien entouré. Il nous avait dit ça. Donc, on a senti quand même qu'on avait affaire à un Tchad où les gens, on avait un peu marre de quoi, on ne sait pas, mais les gens ne le disaient pas, les meetings faisaient accourir beaucoup de monde, mais dans ce monde-là, nous qui posons les questions, beaucoup de gens nous disaient il est temps qu'on se remette à la table, qu'on refasse les fondements de ce pays, que l'on revoie les textes de ce pays, que ce pays n'appartienne pas à une poignée. Donc on sentait quand même qu'il y avait beaucoup de dissensions, beaucoup de clivages, même au sein de la population et même lors des meetings. C'est surtout ça, des meetings non, il y avait beaucoup de gens, mais quand vous posez des questions, certains avaient quand même le courage de vous dire que c'était assez. Maintenant, l'avenir du pays,
un compatriote dont je vais taire, qui a de hautes fonctions au Tchad, nous disait avant que nous ne prenions la route que avoir le président, le fils du président qui prend la tête du pays aujourd'hui, ce n'est pas rassurant pour eux, parce que on peut être sûr que voilà, les tensions vont se poursuivre, parce que au moins avec ce décès, malheureusement, on pensait que ça pouvait ouvrir la porte à quelque chose qui va permettre de respecter un peu plus les textes fondamentaux ou le texte fondamental, mais que ce n'était pas le cas et qu'il craignait pour la suite des événements. Je crois que c'est dans cette logique-là que nous sommes tous, de se dire que peut-être que ça risque d'être compliqué, mais sait-on jamais. On espère que ça ne sera pas le cas. Merci à Albertine Bichaga. Le prof n'est pas très d'accord avec cette vision des choses. On va sortir de ce programme avec le programme des obsèques du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, journée du jeudi 22 avril 2021. Après-midi, arrivée et accueil des délégations étrangères, des chefs d'État et de gouvernement des pays amis. 13h, mise en place terminée à l'aéroport international Hassan Djamous. Et puis 14h, arrivée du comité d'accueil. 15h, arrivée des chefs d'État et des gouvernements des pays amis. Accueil au bas de la passerelle par monsieur le vice-président du comité militaire de transition, monsieur le délégué du gouvernement près de la ville de N'Djamena, monsieur le maire de la ville de N'Djamena, son excellence, monsieur l'ambassadeur accrédité, l'ambassadeur directeur général du protocole de la présidence. Salutations du corps constitué, installation au pavillon présidentiel de l'aéroport pendant que la suite de la délégation prennent place dans les voitures. Rafraîchissement, départ du cortège présidentiel pour l'hôtel des hôtes, soirée, dîner libre. Journée du vendredi 23 avril 2021, place de la Nation, 7h, mise en place terminée, 9h, début de la cérémonie, honneur militaire, dépôt des gerbes des fleurs, mot d'un des fils du chef de l'État, mot de remerciement de la famille, témoignage du représentant des baministes, témoignage du représentant du MPC, témoignage des délégations étrangères, oraison funèbre par le vice-président du Conseil militaire de transition, dépôt des attributs du maréchal sur la dépouille du président de la République, 12h, remise de la dépouille mortelle à la famille, 13h, départ et prière à la grande mosquée de N'Djamena, 14h, départ pour l'aéroport Hassan Djamous, 14h45, décollage pour Amdjaras, et puis 15h45, atterrissage à Amdjaras, inhumation dans l'intimité familiale au cimetière d'Amdjaras, 16h, départ des délégations des chefs d'État et de gouvernement, le directeur général du protocole de la présidence, ambassadeur Allah Maye Alina. Voilà, je pense qu'on va... Voilà ce qu'on pouvait dire sur le décès du président Idriss Déby Itno. Pour ça, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. On va suivre de près l'évolution de cette actualité. Si possible, on reviendra encore pour vous en parler cette semaine. Et peut-être dans l'émission Le Club, on verra les enjeux stratégiques et géostratégiques du décès d'Idriss Déby Itno. Merci, M. Gliman, d'avoir présenté avec succès et avec beaucoup de clarté le PCRN sur le plateau. Merci à Janice Kamga pour sa brillante intervention sur le fact-checking du jour. On rappelle juste à nos téléspectateurs que ce jour, le président tchadien Idriss Déby Itno est passé de vie à trépas. Les raisons officielles ont été annoncées par le comité militaire de transition. Il a été blessé au front. Lui-même est allé au front samedi dernier et il est mort de ses blessures ce jour selon le communiqué officiel du gouvernement tchadien. D'autres sources indiquent qu'il serait mort à N'Djamena, qu'il aurait été peut-être assassiné par un de ses proches. Dans tous les cas, on retient la version officielle. On remercie toute l'équipe de production réunie autour de Verlin Côté. Merci infiniment à Christian Merlin Zoté, à nos amis qui étaient avec nous ici au studio. Bien de choses à l'équipe marketing conduite par Benjamin Tanga qui fait un excellent travail. Merci infiniment à tous qui nous suivaient sur notre page Facebook. On va faire un clin d'œil bien sûr à notre ami Alain Fouda qui était avec nous ici au studio, qui est venu suivre
en direct l'émission. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de BNews 1. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. N'oubliez pas, nous sommes ici le tam-tam du continent. Quand ça concerne l'Afrique, ça concerne BNews 1, le tam-tam des dieux. Bien le bonsoir.